Merci encore à DBS de nous donner l'opportunité de revisiter l'histoire de notre cher et beau pays, le Cameroun. Aujourd'hui, nous allons évoquer un thème qui est assez intéressant dans le parcours récent de l'histoire de notre pays. 6 avril 1984, le président Paul Biya va être victime d'un coup. Et du coup, dans la méthodologie historique, quand un nom apparaît au devant de la scène, on s'interroge. Donc, qui est Paul Biya nous permet par moment de deviner même pourquoi on a fait le coup. Oui, qui est Paul Biya? Dans les documents que nous avons consultés le concernant, ceux qui parlent de BioExpress déterminent le parcours de l'homme. Il est né un 13 février. De l'an de grâce 1933. C'était un lundi. C'est important pour nous parce que parfois ça peut influencer sur les individus. Il est né donc le lundi 13 février 1933 à Mvomeka. Et en naissant en 1933, il est de 9 ans le cadet de Ahidjo, qui sera le premier président de la République. Cet élément d'analyse va revenir après. Il va faire les études comme les enfants de son village, au village d'abord, mais il aura très vite la chance d'intégrer le lycée Leclerc à un moment même où la coloniale a besoin des individus qui vont percer et faire l'histoire plus tard. Dans une étude de Pierre Flambon-Gayap, contenue dans son ouvrage Cameroun qui gouverne, de Ahidjo à Biya, l'héritage et l'enjeu, il nous aide à faire ce parcours-là. Alors, il aura son baccalauréat en 1956, il est en France. Ce qui est intéressant dans son séjour français, c'est qu'en plus de ses diplômes obtenus à la Sorbonne, il va faire l'Institut des hautes études d'outre-mer. Ça, c'est une étape importante dans la vie de Biya. Parce que l'Institut des hautes études d'outre-mer était une sorte de fabrication coloniale, en fait pour préparer les gens qui auraient en charge de prendre l'administration des colonies. Et ceux qui lisent l'histoire de Paul Biya sous cet angle continuent à dire qu'il est un administrateur des colonies, le Cameroun étant donc une colonie française. Et c'est par là que certains ont même interprété le lapsus
qu'il a eu dans une interview là-bas en France, où il parlait de colonie alors que le Cameroun, en fait, n'a jamais été statutairement une colonie. Ceux qui ont lu l'histoire de cette façon, on dit que non, il a été façonné par ce qu'il a appris. Il va faire dans l'Institut des hautes études d'outre-mer qui avait la mission de former les futurs administrateurs des colonies. Certains dont partent de là pour dire même que à son arrivée au pays, il est d'abord nommé comme préfet avant d'être récupéré par Ahidjo, que ce n'est pas pour cette fonction qu'il a été fabriqué. Paul Biya va terminer ses études officielles par un diplôme de doctorat. Il est cité parmi les chefs d'État les plus intellectuellement huppés du continent à l'heure actuelle. Lorsqu'il rentre au pays, il va travailler directement dans la haute administration. Donc d'abord comme chargé de mission, après directeur de cabinet. Paul Biya a eu deux chefs durant sa vie. William Etekimbouma, qui était ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, est son premier patron. En effet, je dis le deuxième, c'est Ahidjo, pour parler des implications directes. Il va donc travailler dans la haute administration jusqu'au poste de directeur de cabinet civil. Sur le plan politique, on ne lui reconnaît pas d'activité politique réelle, comme une personnalité ressource du monde politique du genre UNC. Il n'a pas cette étoffe à proprement parler. L'une des preuves étant que c'est le 4 novembre que par des textes du parti, Ahidjo le fait entrer à l'UNC au poste de vice-président parce qu'il voulait lui passer les fonctions. Donc comme acteur politique réel, il n'y a pas assez d'épaisseur. Oui, certains témoignages disent même que quand il était étudiant en France, il était toujours un peu éloigné du mouvement des étudiants qui allait dans le sens d'une revendication quelconque. L'élément que je vous donne maintenant va contribuer également à le comprendre plus tard. Alors, dans cette haute administration, il est l'un de ceux qui côtoient le plus Ahidjo, le plus. Pierre Flambeau-Ngayab le souligne. Et l'une des précisions données par Pierre Flambeau-Ngayab et qui est assez déterminant pour comprendre le Paul Biya d'aujourd'hui, c'est qu'il est le seul secrétaire général de la présidence de la République à n'avoir jamais été nommé ministre comme chef d'un poste ministériel. Donc Ahidjo ne lui a jamais confié comme ministre de l'Éducation, ministre de... Non, jamais. Et dans cette perspective, certains prennent ça comme élément pour comprendre certaines difficultés qu'il a à prendre en charge la gestion du pays. Parce que les postes ministériels étaient des petits compartiments de la gestion globale d'un pays. Et nous avons vu que certaines personnalités qui arrivent au pouvoir sans suivre certains couloirs, certains jalons, peuvent parfois avoir certaines difficultés. Alors Paul Biya va donc assumer les fonctions de Premier ministre. Il est nommé Premier ministre en 1975. Alors, le contexte et l'environnement politique dans lequel cette nomination arrive commence à attirer les attentions. En 1975 se tient à Douala le congrès du parti, l'UNC. Alors, ça se tient à Douala. On y attend beaucoup de choses. C'est le deuxième congrès de l'histoire, selon Ahidjo, de l'histoire de sa formation politique, l'UNC. Et il le tient à Douala, qui est la capitale économique. Il le tient à Douala pour beaucoup de raisons. Mais à l'ouverture de ce congrès, Ahidjo annonce qu'il est fatigué. C'est des jeux politiques, mais la suite de l'histoire va nous donner certains types d'informations. Il est fatigué, il va démissionner. Le congrès se convertit maintenant en appel à renoncer à ce projet de démission parce que la nation attend encore beaucoup de lui. On est en 1975, le pays est indépendant il y a seulement 15 ans, donc c'est très tôt que le bâtisseur
puisse quitter le navire à ce moment. Et alors, un chapelet de raisons avait été évoqué pour justifier la demande des militants à ce que Ahidjo continue. Ça prendra le temps que ça va prendre et Ahidjo va prononcer un discours très impressionnant. C'est contenu dans l'anthologie de ces discours qui est centré sur le conseil « J'accepte ». Il accepte maintenant non plus gouverner pour lui, mais pour la nation qui le veut. Mais il y a quand même des gens courageux qui lui ont dit « Tu as raison d'être fatigué. Depuis le référendum de 1972, tu es seul à tout faire. Chef de l'État, chef de gouvernement, pas d'assemblée parce que l'Assemblée nationale a été dissoute dans un discours du 6 mai où Ahidjo dit « Je prends mes responsabilités face à l'histoire et face à Dieu et je déclare dissoute l'Assemblée nationale. » Alors, par rapport à tout cela, on dit « Tu peux justement être fatigué, ce n'est pas une farce. » Il faut, pour le mandat que le peuple s'apprête à te donner, créer un poste de Premier ministre qui aura pour mission de t'assister dans l'accomplissement des lourdes tâches à la tête de la nation. On va sentir Ahidjo tiquer sur cette proposition parce que l'expérience des premiers ministres avant, surtout André-Marie Bida, ne lui fut pas favorable. Et donc, immédiatement, le titre de Premier ministre le renvoie à ce cliché un peu flou. Les gens s'empressent donc, et ça c'est important pour Paul Biya, les gens s'empressent à lui dire « Tu mets là-bas quelqu'un de docile, de qui tu n'as aucune crainte, qui va exécuter à la lettre et au clin d'œil tes demandes. Prends quelqu'un qui ne te perturbe pas. » Ah, là, l'argumentaire tient la route. Et l'histoire dit donc qu'il a trouvé donc en Paul Biya l'homme. L'homme parce que, premièrement, ne pas lui confier un poste ministériel relevait, selon les politologues qui ont analysé le temps de Ahidjo, relevait du fait qu'il a constaté qu'il n'avait pas toute la compétence nécessaire. Parce qu'en fait, sous Ahidjo, le secrétaire général de la présidence n'avait pas l'épaisseur politique d'aujourd'hui. Le secrétaire était un garçon de course. Et quand on estimait que cette course est bien accomplie, on peut le récompenser en lui confiant une tâche de grande envergure. Et donc, il est le premier secrétaire général de la présidence sous Ahidjo à n'avoir pas eu cette promotion. Ceux qui lisent l'histoire également sous le même angle disent que ça corrobore une observation que son patron William Ete Kimboumoua aurait fait de lui. Moi, je le dis au conditionnel. Je n'ai pas vu le document, mais en étudiant l'individu, ça fait croire que ça a existé. Il disait que Paul Biya est un fonctionnaire remarquable, capable de tout faire ce qu'on lui commande de faire, mais incapable d'initiative. Incapable d'initiative. Certains tendent, lorsque nous parlerons de l'autre volet de la gestion du pays, certains tendent à rapprocher ça pour analyser certaines faiblesses constatées aujourd'hui. Et donc, en 1975, c'est cet homme-là que Ahidjo choisit pour alléger ses tâches à la demande favorable des militants. Mais également, Paul Biya apparaît aux yeux des gens comme un cheveu. C'est-à-dire on ne le voyait pas monter. Au temps d'Ahidjo, le parti était le couloir essentiel pour gravir les échelles sociales. Or, on n'a pas vu Paul Biya dans des performances de terrain, organisation des meetings, appel du peuple. Ce genre-là, on ne l'a pas vu. Certains ont dit qu'il est resté intellectuel cadré dans les livres et consorts et n'émargeait pas. D'autres ont lu dans ça sa timidité naturelle, une déformation missionnaire. Bon, comme on dit, quand les individus apparaissent, il y a toujours beaucoup de canaux d'analyse. Bien, de toutes les façons, il est donc nommé le 30 juin 1975 Premier ministre. Alors, le temps va évoluer et dans cette évolution, à pas de course, la fatigue de Ahidjo devient progressivement une réalité.
une réalité. On commence à réécouter Ahidjo qui en 69 avait dit qu'il est fatigué. Et les gens disent, avant 10 ans, Monsieur le Président, vous voulez donc par là suggérer qu'il y aura des candidatures plurielles pour les élections de 1970? Il a dit, mais c'est un appel que je fais aux jeunes Camerounais. Mais à partir de 1975, ça a une coloration politique, mais ça devient de plus en plus réel. Ahidjo lui-même sent le poids du temps peser sur lui. C'est le président de la première génération dans un pays où la bagarre politique n'a pas été mince. Et donc il a déployé des tonnes d'énergie pour arriver à bout avec le soutien de la France à réaliser ce qu'il a pu réaliser. C'est ainsi donc en 1979, pour poursuivre sa demande de rajeunissement des institutions de la République, il va procéder à une réforme constitutionnelle. Faisons donc maintenant du poste de Premier ministre le dauphin du président de la République en cas de vacance de pouvoir. Les gens avaient soif de savoir qui serait le nouveau Premier ministre après cette réforme. La réforme est promulguée par la loi datant du 29 juin. Nous sommes en 1979. Et le 30, en application donc de cette loi, le président de la République va nommer un Premier ministre. C'est toujours Paul Biya. Et Pierre Flambeau-Gayab dit dans son livre qu'à partir de ces deux clichés, Paul Biya apparaissait à l'écran comme possible candidat à la succession lorsque la réalité se fera jour. Mais cette réalité n'était pas perceptible. Cette question d'histoire, ça revient. Dans les coulisses du pouvoir, il y a des faits qui parfois dans leur analyse font des remontées, provoquent des remontées. Et au niveau des remontées, certains estiment que Paul Biya, qui a fait l'Institut des hautes études d'outre-mer, était aux yeux de la France déjà un potentiel successeur de Ahidjo. Paul Biya le savait-il? Point d'interrogation. Mais le parcours de sa formation intellectuelle le prédestine à ça. Deuxièmement, Ahidjo n'avait que son niveau de CEP supérieur, de l'école primaire supérieure, et d'autres personnes qui ont étudié Paul Biya disent que Paul Biya fut une teinture, que lorsqu'on reproche à Ahidjo d'être entouré seulement des analphabètes, les Paul Biya sont ceux qui sont désignés même depuis la France pour teinter un peu cette administration à très faible niveau. Alors, cette histoire raconte qu'un jour, Ahidjo a fait appel à Vincent Aranda, qui fut aussi un de ses premiers ministres, de lui désigner parmi les étudiants camerounais en vue quelqu'un qu'on peut mettre dans l'administration. Vincent Aranda a tourné la tête pour revenir dire qu'il pense à Paul Biya. Et Ahidjo a dit, je m'y attendais. Bon, est-ce qu'il a dit Paul Biya parce qu'ils étaient de la même ère culturelle? Mais de toutes les façons, quand on regarde le panier intellectuel de l'époque, il n'était pas beaucoup. Donc, le choix pouvait porter sur lui. Et sa docilité perçue déjà en France comme toujours un peu éloignée du champ politique, il faisait apparaître qu'il était un gars qui peut aider la France à poursuivre sa politique coloniale dans sa politique de phagocyter l'UPC, qui était l'enjeu très difficile à équation multiple, difficile à résoudre. De toutes les façons, pendant qu'on dit que Ahidjo l'a nommé, il y a ceux qui, dans les coulisses de l'histoire, disent Ahidjo étant une marionnette même du pouvoir, ne pouvait pas avoir la carrure pour désigner. Donc ça a été soufflé à distance. Donc voilà un peu, sans être très impératif dans le Nord, mais des nominations comme ça, l'expérience a prouvé que quand vous avez beaucoup de liberté, on vous laisse faire au moins le brouillon. Mais qu'à 99%, nos gouvernements sont tout inspirés de l'extérieur. Voilà. Donc le cas de Biya à ces heures-là ne peut pas totalement échapper à cette grille d'analyse.
Ce qu'on sait maintenant, c'est donc le 30 juin 1979, Paul Biya est nommé Premier ministre. Et Pierre Flambeau-Ngayab de dire, pour conclure, qu'à partir de cet élément, Paul Biya nommé Premier ministre au titre de Dauphinat apparaissait de par son âge comme l'homme d'envergure qui va jouer un rôle très important dans le Cameroun de demain, le Cameroun de l'après-Ahidjo. Et 3 ans seulement après, ça va se passer. Alors, est-ce qu'il avait reçu des souffles? C'est possible. C'est possible parce que jusqu'à aujourd'hui, Germaine Ahidjo est vivante et il n'a jamais caché ses préoccupations du choix de Ahidjo, qui lui aurait même déconseillé cette désignation. Alors, à l'époque, elle évoque, entre guillemets, ce qui sortira de la bouche d'Ahidjo pour à la fourberie. Et la fourberie, Germaine lui disait que est-ce que tu as souvenance que de tous les ministres que tu as rotés jusqu'à maintenant, il est le seul à n'avoir jamais porté la gandoura, même pour te tromper. Même pour te tromper, pour dire qu'on s'habille comme ça parce que notre président, c'est sa couture. Non, il ne l'a jamais fait, toujours en 3 pièces, bien cravaté et tout. Et donc, dans le sentiment féminin, Madame Germaine a considéré que c'était une distance qui ne se déclarait pas mais qui était visible. De toutes les façons, l'argument restant pour Ahidjo, il est docile. Pour Ahidjo, il est docile, mais le même argument est aussi apprécié du côté de la France. C'est-à-dire que c'est une bonne marionnette, qu'on peut jongler comme on veut au gré des intérêts. Il a même été formé pour ça. Et voilà. Et donc, 79 c'est ça, 82 c'est ça. L'autre argument que je fais remonter, c'est que par rapport à un deal, c'est entre guillemets tout ça, qui se serait passé avec Fumban, entre Ahidjo et Haruna Njoya. Haruna Njoya est dans nos analyses, nous avons même écrit ça dans certains de nos ouvrages, celui qui aurait amené Ahidjo à organiser la conférence historique sur la fédération à Fumban, ce qui est passé dans l'histoire comme la conférence de Fumban. Peut-être certaines émissions nous permettront un jour de traiter cette question avec ampleur. Alors, Haruna Njoya aurait eu un deal avec Ahidjo et la communauté Bamoun, disant qu'à sa succession, c'est un fils Bamoun. Il est même doigté, il s'appelle Adamo Ndamjoya. Cette remontée connaît des blocages, parce que de l'autre côté, Félix Roland Moumié, un autre fils du Noun, était dans l'imagerie populaire avec ses activités à la tête de l'UPC, déjà un futur président de la République. Voilà. Et lorsqu'il est donc assassiné par empoisonnement à Genève en 1960, certains estiment que la conférence de Fumban à Fumban avait pour mission d'étouffer les sanglots et les pleurs des Fumbanais qui voyaient en la disparition de Félix Roland Moumié leur potentiel président. On est donc parti avec les sirènes gouvernementales pour étouffer ça. Et ce qui serait la récompense pour Haruna Njoya et pour le peuple Bamoun serait que les Bamoun prennent la succession de Ahidjo. Voilà, qu'est-ce qui va maintenant en définitive jouer pour que ça reste ce qu'on a constaté? Certains disent que les mêmes conflits qui jalonnaient la position d'Haruna Njoya et le sultanat Bamoun sont réapparus, et on a dit que son fils n'est pas une lignée directe de là-bas, et donc ce n'est pas lui qui peut prendre la présidence. Ahidjo se serait rabattu pour corriger le deal à son ami le plus docile, et donc tout convergeait pour Paul Biya. Maintenant, les historiens terminent en disant que dans les hautes personnalités, il y a toujours une petite pousse du destin. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut analyser comme on veut, mais qu'on croit en Dieu ou pas, il semble que la destinée de Biya était façonnée quelque part et le prédestinait. Parce que quand on voit les étapes de son parcours, même scolaire, à chaque fois qu'une difficulté apparaissait, la solution était voisine. Et c'est dans ces solutions voisines
qu'on le voit pas très bien brillant au lycée Leclerc, mais qui obtient la bénédiction de Louis-Paul Odjola. Et quand le nom de Louis-Paul Odjola apparaît quelque part, on sait que ce sont eux qui ont façonné politiquement ce pays. Et conclusion provisoire, le destin de Paul Biya a été fabriqué à longue distance et la coloniale a accompagné ça pour faire de lui ce qu'il est devenu plus tard, président de la République. L'histoire en raccourci, savamment contée dans le livre de Célestin Monga, Cameroun, quel avenir. Célestin Monga a fait une remontée chronologique, tant et si bien qu'on croit même qu'il était là, ou qu'il était même l'ordonnateur des événements historiques qui s'enchaînaient. Bon, alors, là maintenant, il a fait intervenir autre chose. Quelqu'un est passé dans les chaînes de télévision et a assez bien expliqué ça. J'étais étonné que la classe politique au Cameroun ne donne pas suffisamment ce détail en ce qui concerne le départ de Ahidjo et l'arrivée au pouvoir de Paul Biya. En fait, cette histoire que nous relayons parce que c'est vrai, c'est que du côté de la France, le destin va modifier l'allure de la succession des politiques. Et donc, on voit apparaître un certain François Mitterrand. Il est déterminant dans la vie politique du Cameroun et de Ahidjo comme individu. Nous avons eu la chance de voir apparaître le nom de Mitterrand dans notre thèse d'histoire concernant Monseigneur Albert Ndombo. En fait, l'histoire le confirme. François Mitterrand fut partie des avocats du collectif qui devaient intervenir devant les tribunaux militaires au Cameroun pour défendre les Ndombo et les autres. Mais parce que François Mitterrand était socialiste, Ahidjo, dans son fort intérieur jusqu'à sa mort, ce mot le choquait. Et comme je l'ai dit précédemment, le problème qu'il avait avec son premier ministre, avec André-Marie Bida, c'était aussi cette tendance socialiste. Et donc, à l'heure où on demande à André-Marie Bida d'apporter cette suggestion à la désignation d'un haut commissaire français au Cameroun, il porte le choix sur Jean Ramadier, qui était socialiste, avec en fond que les deux pourraient bien s'associer pour nuire à Ahidjo, recalé au poste de vice-premier ministre, alors que dans la trajectoire de l'histoire disait que c'est en fait lui, avec l'effectif qu'il avait à l'Assemblée, qui devait être le premier ministre du Cameroun. La politique coloniale de la France ne favorisait pas beaucoup l'émancipation des musulmans. Et donc, on a un peu recalé Ahidjo et on a mis André-Marie Bida jusqu'au niveau où la brouille intervient entre André-Marie Bida et Ahidjo. On va corriger autrement. Alors, pour revenir donc à la question de François Mitterrand, Ahidjo interdira à François Mitterrand d'accéder à sa demande de venir assurer la défense des Ndombo et les autres. En lui disant ceci, le jour où tu seras président en France, il faut m'en interdire l'entrée. Ahidjo vomissait comme ça sa colère, parce qu'ils avaient tellement aimé Charles de Gaulle, que tout ce qui touchait à de Gaulle les touchait. Or, Mitterrand avait commis l'erreur, nous mettons entre guillemets, au vu de Ahidjo, de se porter candidat contre de Gaulle. C'était pour eux un péché. Il n'était pas candidat sorti du même moule politique, mais il était encore socialiste, ce qui aggravait son score. Mais pour l'avoir tenté 2 fois et échoué, Ahidjo l'avait déjà condamné. Il ne sera jamais président en France. Et lui a donc lancé cette boutade. Le jour où tu es président en France, il faut m'en interdire l'entrée. La roue de l'histoire a tourné et c'est comme ça qu'un 10 mai 1981, Mitterrand est en campagne contre Valéry Giscard d'Estaing. Pour la première fois dans ma curiosité, j'étais élève, on entrait à peine comme ça à l'université, que
Radio Cameroun a ouvert ses antennes pour une séquence de campagne entre les deux qui se rivalisaient pour le deuxième tour pour la présidence. On a donné presque 2 minutes à François Mitterrand. En effet, je veux dire donner, veut dire qu'on lui a ouvert les antennes de la Radio Cameroun pour quelques 2 minutes, mais pour près de 8 à 10 minutes pour Valéry Giscard d'Estaing. Le choix du gouvernement camerounais était fait. Voilà, on voyait Giscard d'Estaing se succéder à lui-même. Malheureusement, ce n'était pas la bonne année pour lui. Et donc, au soir du 10 mai 1981, la tête de François Mitterrand apparaît sur les écrans. Ce qu'on reconnaît de François Mitterrand, c'est qu'il est rancunier jusqu'à la moelle. Il est rancunier. Il n'avait donc jamais oublié la boutade d'Amadou Ahidjo de 1970. 11 ans plus tard, élu président, certains disent même que c'est de sa main propre. Nous avons suivi un patriarche à Vembe qui était dans les coulisses de pouvoir à l'époque, qui dit que le départ d'Ahidjo vient de Paris. Moi, j'ai trop apprécié ça parce que c'était mes convictions aussi. Et donc, il dit qu'il est presque convaincu que les premières écritures de François Mitterrand, lorsqu'il entre à l'Élysée, c'est qu'il s'adresse à Ahidjo. Ce que l'histoire non très populaire n'a pas diffusé, c'est que Mitterrand a effectivement écrit à Ahidjo de sa main pour lui dire « Tu n'as plus le parapluie de la France ». Amadou Ahidjo, devant l'embrouille, l'histoire était en train de le rattraper de manière brutale, non prévue, va faire un voyage aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Les gens vont dire que derrière ce voyage précipité, il avait envie de délocaliser les relations extérieures du Cameroun pour les fixer sur d'autres puissances et donc voir comment contourner la France que Mitterrand s'apprêtait à prendre en charge. Mais du côté de la France également, il y avait les mêmes enjeux. François Mitterrand, connaissant l'Afrique dans sa profondeur, il avait la maîtrise de l'Afrique depuis 1951, année où il se fait désigner ministre de la France d'Outre-mer. Ça, c'est toute une histoire de l'Afrique de l'Ouest que j'ouvre comme ça, avec les Houphouët-Boigny et autres. Bien, alors, ce Mitterrand-là avait juré qu'il ne peut pas perdre le Cameroun pour un certain nombre d'enjeux dont nous parlerons. Et parce qu'il ne peut pas perdre le Cameroun, il ne veut pas également que le sang coule. Parce que dans l'histoire, le Cameroun a déjà versé beaucoup de sang. On dit que c'est le Cameroun qui a versé la plus grande quantité de sang pour accéder à l'indépendance. Et les enjeux indiquaient ça. Alors, on trouvera du côté de l'Hexagone un coup d'État, les raisons d'un coup d'État scientifique, médical. On va aller dans la famille de Debré. Debré fut Premier ministre au temps où se négociait l'indépendance du Cameroun avec Ahidjo. Et donc dans cette famille Debré, ils avaient des médecins pour gérer la santé de certains potentiels africains, au rang desquels Ahidjo. Donc c'est le Debré médecin maintenant qui est convoqué pour consulter Ahidjo et lui sortir ce procès verbal qui disait, médical bien sûr, qui disait que s'il continue à exercer l'administration, il peut mourir debout un jour en train de prononcer un discours. Cette thèse est celle qui est restée. Et donc, lorsque Ahidjo se retrouve en novembre, en France, en novembre, fin octobre, début novembre, moi je le témoigne parce que j'étais à l'amphi 700 de l'université de Yaoundé à l'époque, lorsque sa fille Fadimatou, Ahidjo soutenait sa thèse de doctorat en médecine du CUS. Nous étions en salle et nous avons constaté comment la mouvance présidentielle autour de la fille du président, Germaine, était là, mais que la veille de cette soutenance, Ahidjo avait quitté le Cameroun pour la France. Et donc, ne devait pas physiquement être là à côté de sa fille et être là pour offrir le pot de vin que la famille a offert aux invités à l'occasion de cette thèse-là. Il n'était pas là.
Ce fut la grande curiosité. Et la deuxième curiosité autour de l'affaire, c'est que dès le lendemain, Germaine quitte et le retrouve en France. Les deux sont de retour le 3 novembre. Et l'histoire raconte que à ce retour-là, Ahidjo s'est enfermé pendant de longues heures, refusant toute réception. Personne n'avait à le voir. Il mûrissait une décision. Et semble-t-il, la décision venait donc du verdict de la médecine. Tu parles encore longuement, tu vas mourir. Fallait-il donc abandonner ou pas? La décision a été l'abandon. Et donc Ahidjo va commencer à recevoir les gens le lendemain, les grands corps de l'État, tous les représentants des institutions qui lui permettaient de gérer le Cameroun. Et au soir de ce jour-là, il va retenir le ministre de l'Information et de la Culture, Guillaume Bouélé, à l'époque, pour enregistrer le discours. Charles Assalé, qui était à la tête du groupe des 7, c'est comme ça qu'on les a appelés, ils étaient 7, au rang desquels Paul Biya, pour aller dissuader Ahidjo d'abandonner ce projet. Charles Assalé a témoigné à Charles Ateba Yéné de s'être mis à genoux, vrai, pour supplier Ahidjo de renoncer. Mais dans son emballage, il va bien dire que nous ne contestons pas la valeur de celui que vous avez désigné. Parce qu'à ce moment, il a déjà dit que son successeur, c'est Paul Biya. Voilà, il a déjà dit ça. Et Paul Biya est de cette délégation, des 7. Bon, pour aller donc demander à Ahidjo de renoncer. Ils vont prendre l'exemple de Habib Bourguiba, qui est parti être malade pendant 2 ans. Ahidjo va répondre par une fin de non-recevoir en disant « ce n'est pas ma manière de gouverner, je décroche ». Et à 20h, le 4 novembre, le Cameroun a vécu un des moments très difficiles de son histoire. Ahidjo avait gouverné ce pays tel que on ne pouvait pas, dans la folle imagerie, penser qu'un jour, il dirait lui-même qu'il décroche. On ne pouvait pas. Mais ce 4 novembre-là, 2 éléments vont attirer l'attention des gens. Premièrement, ce que les rumeurs disent depuis la journée. On avait dit qu'on a caché beaucoup, mais les sanglots et les larmes que les gens ont coulés, malgré leur précaution de les essuyer, ils ne sortaient pas du palais sans qu'il y ait des petites traces. Même en disant, je vais vous dire, je ne vais pas dire, ça laissait sortir des soupçons que quelque chose de très grave pouvait arriver. Et à 20h ce jour-là, le journal ne passe pas. C'est le générique qui chante. Et ça va chanter longuement. Et on a donné à ça 23 à 30 minutes. Les gens ont commencé à supputer. Il semble qu'en définitive, c'était une stratégie pour attirer l'attention des gens sur le message. Parce qu'on aurait pensé qu'en laissant ça, des gens pouvaient être distraits, que bon, 20h c'est la même chose. Et donc, 20h30, la voix du journaliste Jean-Claude Tour à l'époque retentit. Un seul titre dans ce journal, le chef de l'État s'adresse à la nation. Et le générique qui annonce le message du chef de l'État a retenti. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, j'ai décidé de démissionner de mes fonctions de président de la République unie du Cameroun. En cette circonstance capitale, je voudrais du fond du cœur remercier toutes celles et tous ceux qui, depuis bientôt 25 ans, ont accordé leur confiance et apporté leur aide dans l'accomplissement de mes lourdes tâches à la tête de l'État. Je vous exhorte à demeurer un peuple uni, patriote, travailleur, digne et respecté.
Alors, ça a fait l'effet que ça a produit. Personnellement, si je raconte ce que j'ai vécu, nous étions étudiants à l'université à l'époque, vous ne pouvez pas comprendre. Mais parce que nous étions encore dehors la nuit, à 20h, on n'avait pas suivi le journal, c'est à 22h que nous sommes informés, nous sommes sortis pour rentrer chez nous. On avait de la difficulté à marcher. Parce que tous ceux qui avaient écouté, à 20h, s'étaient terrés dans les maisons. Les gens ne parlaient pas à haute voix. Il me souvient que quand nous sommes arrivés dans notre quartier, on a trouvé des gens en petits groupes comme ça qui chuchotaient. Et on a dit à haute voix, on dit que quoi? Quelqu'un a calé notre bouche. On ne parle pas, on ne parle pas. Et tout le monde disait que qui lui succède? Le Premier ministre là, qui parle comme une femme là. Parce qu'à vrai dire, la voix de Biya s'est beaucoup améliorée aujourd'hui. Pour la tonalité de l'époque, non? Voilà, les quelques rares moments où il intervenait, c'était une voix assez faible par rapport à la voix de Ahidjo qui était tonitruant, imposant, et auquel, à cette voix, Senghako, le poète, avait donné une dimension poétique. Là, c'est une parenthèse que j'ouvre pour dire à ceux qui ne le savaient pas que les témoignages sont concordants. Ahidjo, au temps de Senghako, ce discours de circonstance lui parvenait au moins 2 semaines avant l'événement. Et les mêmes Senghako venaient lui dire comment lire ça. Et parce que Senghako était poète, il a converti la toux maladive de Ahidjo en séquence de ponctuation dans la poésie et appel à l'applaudissement. Et donc, toutes ces voix, ça a dominé le peuple du Cameroun de 1958 à ce moment de 1982. Et donc, lorsqu'il a dit ça, on a dit, bon, on va attendre de voir ce qui va se passer. Et il avait annoncé donc dans ce discours que sa démission prend effet à compter de samedi 6 novembre à 10h. Pour le témoignage de l'histoire, moi, je fus dans la cour de l'Assemblée ce 6 novembre. Malgré les chuchotements qui disaient non, on va tuer les gens, machin, nous avons dit qu'en tant qu'historien, on va aller vivre le tournant de l'histoire. Donc nous avons vu Paul Biya arriver Premier ministre et on l'a vu ressortir du palais président de la République. C'est plus tard également que nous comprenons que c'est d'autres marchandages qui ont abouti au fait que Ahidjo ne laisse pas tout, mais qui garde au moins les fonctions de président national du parti UNC. Et ce qu'on a obtenu de lui est ce qui fera le malheur du Cameroun peu après 1982. Voilà, là également en histoire politique, on ne peut pas jurer totaliser les données dans l'histoire politique. Les événementiels sont toujours motivés par un certain nombre de vues et pas vues, côté cour, côté jardin. Voilà. Alors, ce qu'on sait et que l'histoire a maintenu comme sur le champ visuel, c'est qu'en fait, dans le discours de Charles Assalé, nous ne contestons pas la valeur de la personne que vous avez désignée. Il faut lire ce discours aussi à l'envers. Pour dire, en fait, il y a même cette valeur qui est contestée quelque part. Oui, il y a cette valeur. Parce que sur le plan de l'histoire propre de Paul Biya, avant sa nomination au poste de Premier ministre, 2 fois, sa longévité à ce poste, sa sortie et sa désignation comme président de la République, on ne lui témoigne aucun fait d'armes. C'est-à-dire pour dire qu'officiellement, c'est lui qui a pesé de tout son poids pour que telle chose change de telle manière. Il était resté ce garçon de course, là. Et la haute personnalité de Ahidjo l'a vraiment mis à l'ombre. N'est-ce pas? L'une des preuves, peut-être qu'on en parlera, c'est que les Aboué Machoui, qui fut membre d'une délégation accompagnant Paul Biya dans la résolution de ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit Nozo, c'est-à-dire la question de fédéralisme
Abouin Achoyi lui disait l'autre jour, nous ne sommes plus que 3 vivants de cette délégation. Il y a vous, président de la République, il y a Dorothée Ndiema et moi. On nous avait envoyé, et vous avez les conclusions de ça, qui ne pouvaient pas justifier que pareille chose se passe aujourd'hui alors que nous sommes des témoins actifs de l'histoire. Donc lorsqu'on regarde ça, voilà, on remonte rapidement la chaîne de l'histoire pour comprendre qu'il n'en avait pas posé avant. Et donc, pour n'avoir pas posé ces actes avant, les éléments de contestation pouvaient déjà apparaître. C'est-à-dire que dans son entourage, il y a des gens qui croyaient que le moment venu, ce serait eux. Même le choix de Germaine sur Samuel Ebois ne pouvait pas être des moindres dans les raisons futures de ce qui se serait passé en 1984. De toutes les façons, le Paul Biya qui est désigné par Ahidjo, c'est le discours de Ahidjo qui dit qu'il mérite la confiance de tout le monde, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc pendant qu'il dit ça, il y a des gens qui le disent dans leur ventre, ça c'est ta confiance à toi et à toi seul. Nous ne voyons pas en lui habillé des étoffes dont on fait les présidents, de toutes les façons. Paul Biya lui-même le reconnaîtra, puisqu'il dit dans une de ses interviews que ses détracteurs ne lui donnaient pas 3 mois. Voilà, si tout cela sort également de sa bouche, c'est qu'il y a des éléments qui ont accompagné ça. À la différence donc maintenant que ceux qui soutiennent que c'était un pion de la France ne peuvent que justifier l'autre chose. C'est-à-dire que la colonisation est en train de se poursuivre. Lorsque nous totalisons tout ça, il y a les déçus d'hier, il y a ceux qui avaient espoir que le changement serait le moment venu pour eux et qui voient encore que ce changement leur échappe. Il y a des privilèges qu'on a perdus. Il y a également la montée de ceux qui comptent maintenant sur la nouvelle position de Paul Biya pour voir si on peut engranger mieux. Alors, tout cela va se mêler et créer un choc. Et ce choc va être l'un des justificatifs de ce qui va se passer en 1984. Deuxième chose, il y a des gens qui aujourd'hui, les événementiels se comprennent parfois par rapport à leur longue durée dans l'histoire, ce que l'histoire du futur fait. Lorsqu'on lit le discours des putschistes, comme on les a appelés, le groupe JOS, Jeunes officiers pour la sauvegarde de l'État, JOS, Jeunes officiers pour la sauvegarde de l'État. Il y a là, dans ce discours-là, une phrase. Tout se passe comme s'il fallait faire vite avant qu'il ne soit tard. C'est là où ils évoquent le pillage effréné de l'État, que la bande Abia est en train de dépouiller l'État de tout ce que Ahidjo a bâti. Lorsque, peut-être le 6 avril, il était très tôt pour comprendre toute la profondeur de ce discours, et rapidement les gens les ont appelés les prophètes de malheur. Voilà, nous-mêmes, on était à l'université et nous avons failli enterrer vif un de nos enseignants qui nous a dit « Retenez l'équation que je vais vous donner historiquement ». Nous avons dit oui, il dit Biya égale calamité. Nous dit comment vous pouvez le dire en 83 alors que le pays est encore dans les ovations pour accueillir le changement qui se manifeste sur le terrain. Il est intellectuel, il a le doctorat, il a tout le profil. Le discours du 6 novembre annonce que des gros changements sont en perspective. J'ai été interrogé à mon entrée à l'école normale sur le renouveau. Et donc ça m'a donné le loisir de disserter sur les concepts majeurs ayant ponctué le discours du 6 novembre. Rigueur dans la gestion de nos ressources, moralisation de nos comportements et démocratisation de la vie publique nationale. On est en 82 et les gens sentent donc une rupture. Rupture pourquoi? Parce que le discours auquel le message de prise de pouvoir de Biya est connecté
est le dernier discours de Ahidjo à la nation et qui date de 1980 au congrès de la maturité à Bafoussam, congrès du parti à Bafoussam. Et là-bas, Ahidjo avait déjà commencé à signaler qu'il y a des petits désordres qui pointent à l'horizon. Il y a la corruption qui monte, il y a l'enrichissement illicite, il y a. Et le discours du 6 novembre est apparu aux yeux de certains comme déjà l'annonce de Paul Biya que ces désordres contenus dans le discours de Ahidjo vont entrer dans la poubelle de l'histoire le plus rapidement possible pour que le pays revive sa prospérité. Ahidjo, dans son discours d'adieu, avait dit que les finances sont saines, le pays est prospère. Mais comme à côté encore, on dit que des gens veulent détourner, alors Paul Biya était en train de donner la ligne. Alors, tout cela mis ensemble peut donc justifier que dans les croisements des intérêts, dans la nouvelle définition de l'État, dans la non-concordance entre le discours de 82 et ce que les putschistes voyaient déjà comme détournement des fonds, il n'y avait pas de connexion logique. Ça pouvait donc expliquer ce qui va se passer. Alors, beaucoup d'interprétations sont venues après. Le nord musulman est contre le sud chrétien. Et à ce niveau, je peux révéler à ceux qui nous écoutent que dans un deal de l'administration française, lorsque on prend André-Marie Bida à la place normale et constitutionnelle pour remplacer Ahidjo, qui avait le meilleur effectif à l'Assemblée, ce deal dit que si le numéro 1 de la République est du Nord, musulman et Peul, son premier ministre est du Sud, Béti et chrétien. Et si demain ça s'inverse, on respecte le même schéma. Application. Ahidjo, qui va remplacer André-Marie Bida, est du Nord. J'ai dit ministre, premier ministre, il est du Nord. Quand il passe président, c'est encore le même nordiste, musulman. Et il désigne comme premier ministre un gars du Sud, Charles Assalé. Il va rouler 4. Paul Biya est le 4e premier ministre de l'ère Ahidjo, du Sud, chrétien et Béti. Et quand le lendemain, Ahidjo démissionne, Paul Biya monte, ça s'inverse. Et on comprend donc pourquoi Bello Bouba devient Premier ministre. Mais la condition reste la même. En cas de vacances du pouvoir, le Premier ministre succède. Il semble que ça a chuchoté dans les coulisses, que si on ne fait pas attention, ça peut rentrer. Et il faut donc parer à ça. Et d'autres qui disent que non, il faut profiter de ce que le Premier ministère nous revient pour voir si on ne peut pas se réaccaparer ce pouvoir. Le croisement des idées va en partie expliquer les enjeux de 84. Troisième élément, semble-t-il en 83, lorsque Ahidjo fait sa tournée républicaine pour demander à la population de soutenir Paul Biya, il se rend compte quand même à la fin de la tournée qu'il a voyagé, il était debout, il a parlé, il n'est pas mort. Conclusion provisoire, le diagnostic des médecins n'était pas trop vrai. Et donc, il dispose encore des ressources pour reprendre ce qu'on lui a arraché. Si nous faisons le total, on peut un peu justifier la tentative de 84. Bon, derrière ça, maintenant, les gens mettent de bémol du genre le gouvernement de Paul Biya voulait se débarrasser d'un certain nombre de personnes et aurait fomenté par eux-mêmes le coup d'État. Et en faisant jouer aux gens des rôles qu'ils n'avaient jamais soupçonnés, mais qui leur permettaient de régler un certain nombre de comptes. De toutes les façons, en 84, 2 ans seulement après la cession de Paul Biya au pouvoir,
Ceux qui font de l'analyse qualifiée pour eux de logique disent que c'était quand même tôt. Et cela relevait donc de l'impatience de ceux-là qui rongeaient les freins dans l'enclos du pouvoir. Le 6 avril 1984, personnellement, je ne suis pas à Yaoundé, on est en période de congé. Deuxièmement, selon les récits découpés et savamment organisés, ceux qui ont organisé le coup, on a mis ça au compte de la garde présidentielle, Béret Rouge, dont leur camp était basé au quartier Obili, à Yaoundé. Voilà, et à leur tête, un certain colonel Salé. Avant 1984, dans un discours à la nation, Paul Biya avait annoncé en 1983 qu'on venait de découvrir un complot tendant à renverser les institutions de la République menées à l'époque par un certain Salimatu. Les indices d'un malaise étaient déjà perceptibles. C'était déjà perceptible. Et donc quand ça arrive en 1984, on se dit donc les gars ont continué. Voilà ce que la nation, de par les informations disponibles, déclare. Ça a continué. Lorsqu'on lit le discours des jeunes officiers, ils étaient dans la continuité d'une réflexion. Donc le 6 avril, aux premières heures, à l'analyse de ce qui s'est passé le 6, les gars ont attaqué aux bonnes heures où on fait les attaques de coup d'État. C'est-à-dire éviter les fusions de sang. Donc faire le coup quand la population est au sommeil et que cette population n'est informée qu'à la levée du jour, qu'en fait cette nuit, telle chose s'est passée. Ce qui fait donc que les heures qu'on repère, comme les heures de prise de la radio, de l'attaque à la barrière du palais présidentiel, de l'attaque du quartier général militaire, se situent à 3 heures du matin. Au regard de l'histoire des coups d'État étudiés même ailleurs, c'était les heures idéales. Oui, c'était les heures idéales pour éviter ce dont je viens de parler. C'est pas contre la population, c'est pour gérer des choses au haut sommet de l'État. Donc, ils ont quadrillé tout ça à cette heure-là. Mais ceux qui étudient le pouvoir de Biya en y injecté le mot chance. Analyse maintenant les petites erreurs qui se sont glissées dans la stratégie de prise de terrain. Mais l'une des erreurs qui était congénitale, c'est que c'était des gens qui n'avaient même pas de cerveau. C'est-à-dire que s'ils ont maîtrisé l'heure d'attaque, ils n'ont pas toute la technologie nécessaire pour organiser et réussir un coup. Et donc ceux qui vont organiser la riposte vont utiliser ces failles-là. L'organisation que Paul Biya fera de son gouvernement plus tard va dénoter qu'on voulait donner également réponse à ces failles qu'on a constatées à l'époque. Les failles d'abord sur le plan institutionnel et organisationnel. Le 6 avril, ceux qui prennent la radio, par exemple, ne sont pas des grands techniciens de la radio et de la communication. Conclusion, ils ne se sont même pas rendus compte que le discours qu'ils lisaient ne passait pas. Pourtant, lorsque les gens veulent mettre la main sur un instrument comme ça, il y a d'abord en leur sein des gens qui maîtrisent l'outil. Et donc, en se mettant pour travailler, ils savent que le son passe par ici, le son passe par là-bas. Alors, ce gars, on l'appelle Gabriel, le nom m'échappe maintenant là, qui était donc là, ayant constaté que le mouvement était inhabituel, a détourné la voie et qui n'a inondé que Yaoundé. Alors, si c'était des hommes de métier professionnels, on devait mettre à chaque poste des spécialistes. Quand tu prends ici, c'est pour faire telle chose. Quand on neutralise un aéroport, c'est tel comportement qu'on a. Quand on prend la radio, c'est pour maîtriser tel outil. Bon, alors ça, vraiment, c'était un peu vide dans leur tête. Et aujourd'hui, quand on dit que l'armée camerounaise est constituée des gens bien formés, le 84 a également joué un rôle dans la technologie de leur formation. Parce que les autres, vraiment, ils ont fait, mais l'outil intellectuel n'y était pas.
Et donc ça a créé des failles comme ça, dans lesquelles la riposte c'est, lorsque vous entendez le général Sémégué parler de ça, vous comprenez que l'intelligence a fonctionné avant la descente sur le terrain. L'intelligence a d'abord fonctionné. Quand il dit qu'il est passé par le trou d'un ventilateur, ou je crois que c'est comme ça qu'on le dit, pour se retrouver dehors, il fallait se savoir, il fallait développer une intelligence stratégique face aux gens qui ne maîtrisaient pas tout ça. On savait qu'ils ont pris, mais ils n'ont pas contrôlé tel couloir par lequel la riposte peut partir de Balmayo ou de Bolova. Ils n'ont pas contrôlé l'attaque, la riposte qui peut venir de Koutaba pour les forces aéroportées. Ils n'avaient pas cette maîtrise de contrôle. Pourtant, dans les stratégies militaires, l'histoire pour nous enseigne les stratégies. Et lorsqu'on étudie comment les puissances ont développé des stratégies pour faire des coups d'État, même hors de leur propre territoire, on voit donc qu'il y a eu cette défaillance. Aïdjo faisait la promotion sentimentale dans l'armée. Il est du Nord, il est de ceci, et on voyait comment un caporal avait un peu pris de pouvoir en dessous qu'un général d'armée. Le général ne sait même pas où on garde la clé de la soute, mais pourtant le caporal sait tout ça. Mais ça s'est révélé comme une défaillance chronique lors des événements du 6 avril. Et c'est donc dans ce champ-là que quelque chose qui avait été chronologiquement bien pensé va échouer sur le terrain de sa réalisation. Et le 7 avril permettre à Paul Biya de faire sa première sortie le 7 avril pour annoncer que des individus égarés, comme il les a appelés, voilà, et ils ont oublié leur mission régalienne. Camerounaises, Camerounais, le Cameroun vient une fois de plus de traverser une période délicate de son histoire. Hier, en effet, le 6 avril, vers 3 heures du matin, des éléments de la garde républicaine ont entrepris la réalisation d'un coup d'État concrétisé par la coupure des liaisons téléphoniques, l'occupation des points stratégiques ou sensibles de Yaoundé, palais de l'unité, immeuble de la radio, aéroport, etc., avec pour finalité la mainmise par la violence sur le pouvoir politique. Des unités régulières de notre armée nationale demeuraient fidèles aux institutions et qui avaient reçu des ordres pour enrayer le coup de force, conduisirent le combat avec méthode et détermination et aboutir en fin de matinée de ce jour à une victoire complète. Le calme règne sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à ces unités de notre armée pour leur engagement et leur attachement à la légalité républicaine. Enfin, je demande à toutes les Camerounaises, à tous les Camerounais et à tous ceux qui résident dans notre pays de garder leur calme et de poursuivre leurs activités de développement économique et social de la nation. Vive le Cameroun!
Alors il avait tout pour le dire. Il avait tout pour le dire, le souffle était revenu. Et donc, par cet épisode. Autour des événementiels politiques, c'est très difficile à raconter. Parce qu'on remonte un peu pour dire que lorsqu'Ahidjo construit le palais présidentiel d'Etoudi, il va donner au bunker anti-atomique une résistance de 6 mois. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que ça peut assurer la sécurité présidentielle sur 6 mois de siège. C'est-à-dire les vivres sont là, il peut s'y réfugier. Certains disent même que c'est lui-même qui a contrôlé personnellement, non pas seulement la construction générale du palais, mais le bunker, avec tir de missiles pour mesurer la résistance et tout. Et que donc dans un premier temps, c'est là-bas qu'on a réfugié le président pour le mettre en sécurité. L'histoire raconte que à un moment donné, il a dit qu'il va se rendre parce qu'il n'estime pas qu'on soit en train de tuer les Camerounais pour sa modeste personne. Et ceux qui étaient autour de lui ont dit, si tu te rends, c'est pour qu'on te tue. Mais nous, on est capable de te tuer. On est capable. Donc, si tu veux vraiment la mort, nous, on peut t'administrer ça. Alors, bon, Biya se résolu en leur disant, bon, si vous pouvez continuer donc. Et c'est là où toutes ces anecdotes arrivent. Donc, il y a ceux qui disent qu'on le mettait dans le balançoire, l'ascenseur, ça ne s'arrêtait pas, où on l'a caché dans le bunker anti-atomique. Je tente toujours de croire en tant qu'historien que c'est peut-être même dans l'après-Biya que certaines révélations peuvent sortir et tenir la ligne des argumentations. Ce qui est constant, c'est que le palais présidentiel, assez sécurisé, pouvait le garder. Donc, il n'y a pas eu de pénétration dans l'enceinte même du palais. Il n'y a pas eu de pénétration. 2. Dans le récit des Semengue, on note qu'eux-mêmes étaient neutralisés. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas dans l'entourage de Paul Biya à l'heure des faits. Et c'est quand ils se retrouvent un peu, son récit assez long de sa tragédie personnelle pour échapper, pour sortir du quartier général avant de commencer à chercher où se trouve le président. La sécurité militaire développée autour de lui, ceux qui analysent ça disent que depuis 1982 même, il avait fait un certain nombre de propriétés pour mettre les siens. Les siens veut dire d'abord village. Les siens veut dire qu'il va bâtir aussi l'armée et sa sécurité, comme au temps de Ahidjo, où il avait confiance aux siens. Donc il va aussi venir avec son équipe et puis gérer autour de ça. Lorsque vous lisez les noms des gens qui tenaient le haut du pavé militaire à l'époque, on retrouvait les traces. Ceux-là donc ont eu cette proximité, cette sécurité proximitale autour de Paul Biya. Et après, les autres qui étaient à l'extérieur, le Ngongan Sundi et tout ça, se sont regroupés après pour organiser donc la riposte. Voilà, riposte en refoulant les gars de l'aéroport, de la radio et puis même des alentours du palais. En fait, c'est par là que ça commence. Donc les deux camps se sont vraiment clairement désignés. Et comme les indices s'étaient signalés un peu avant, déjà la grogne de 82 même, qui ne dit pas à haute voix son nom, l'expression visible en 83, qui passe par le discours du chef de l'État. Et dans ce discours, Biya annonce les réformes de l'État qu'il a mis en jeu. Sur le plan militaire, sur le plan gouvernemental, il va même sortir un nouveau gouvernement la veille de l'arrivée au Cameroun de François Mitterrand en 83. Si bien que le gouvernement qui accueille Mitterrand est constitué aux 3 quarts de nouveaux. Et tous les ténors de Ahidjo étaient écartés. Donc vous voyez donc qu'à partir de 83, il se fait une nouvelle ceinture sécuritaire. Voilà.
Et c'est à partir même de ce moment que l'armée devient un enjeu dans ce pays, jusqu'à l'heure où nous parlons. L'armée n'était pas visible sur le plan national. Ce qu'on découvre aujourd'hui, génie militaire génie civil militaire en train de construire les bâtiments, c'était leur mission régalienne. Beaucoup de routes ont été faites au Cameroun par les génies militaires. Mais après, c'était devenu la bureaucratie. Peut-être ce sont des indices pour dire que la paix revient jusqu'à ce qu'un détachement militaire peut retrouver cet espace. Donc, ce quadrillement a été là aujourd'hui et c'est visible. On a appelé la garde présidentielle, c'était la peste. La peste. Les bérets rouges de la garde présidentielle basée à Obili. Et pour mes camarades étudiants qui étaient à l'université, c'est quand se sont dessinés même dans l'échange des tirs de feu qui partaient de Obili, traversaient l'université, parce que l'université de Yaoundé 1, comme c'est Yaoundé 1 maintenant, c'est au cœur de 3 grandes bases militaires. Et on dit qu'Aïdjo avait construit ça à l'époque comme ça, parce qu'il appelait toujours l'université un foyer d'opposants. Et donc, il fallait que l'armée soit prête à intervenir là-bas à tout moment. Et on a vu en 1978, lorsqu'il a déclaré l'ordre régnera à l'université par tous les moyens, on a vu le détachement de Camp Yeyap, de Obili et du quartier général militaire. Ce sont les 3 points du triangle qui quadrillent l'université de Yaoundé. Et donc, on a vu les échanges de tirs qui traversaient le campus pour voir les différents camps. Donc Obili contre le reste du monde. Obili était contre Yeyap, qui n'était pas trop impliqué. Le cerveau, c'était la garde présidentielle. Et donc voilà ce qui était de l'autre côté. Et puis la ceinture de sécurité mise en place par Biya lui-même depuis les indices de 82, surtout 83, ont fonctionné pour donner le résultat que ça a donné. Et donc le 7 avril, Paul Biya est apparu à la télévision pour parler de ces bandes égarées et que depuis, l'armée est rentrée dans ses missions régaliennes. Nous avons écrit dans notre ouvrage qui rappelle les grands moments des 50 ans de l'indépendance prenant depuis Aïdjo sur les événements du 6 avril. Nous avons relevé les 2 chiffres, 70 morts, 110, qui a été le chiffre officiel, matérialisé par les cercueils qu'on a mis sur la place du quartier général, où Paul Biya lui-même est parti s'incliner. Mais de source médicale, le bas chiffre c'était 2000. 2000 ou plus de 1000 seraient apparus aussi dans les commentaires de certains qui ont participé à cette activité sur le terrain. Quand ils se rappellent eux-mêmes, certains de leurs camarades. Parce qu'en fait, les 70 se sont apparentés aux membres de loyalistes. Et on négligeait ceux qui étaient contre le pouvoir. On pouvait les tuer comme des mouches, ça ne comptait pas. Je vais vous dire une anecdote. Nous avons vécu ça. On est en Ngaoundéré et nous sommes dans l'entourage de l'Alliance franco-camerounaise de Ngaoundéré. L'ambassadeur Version, l'ambassadeur de France, fait le voyage inaugural par lequel la France prenait le rail, et qui est devenu Camrail, pour montrer que le rail était français. Il arrive à Ngaoundéré, et dans la stratégie française, c'est comme ça, dont reçoit les gens à l'Alliance franco-camerounaise. Alors, l'anecdote porte sur mon ami qui est président du comité de gestion, dont je suis un des membres. Pendant que je dis, oh viens, on s'enfume avec l'ambassadeur, maintenant c'est avec le général. Le général, c'était Asso. Alors, j'ai constaté que mon ami ne répondait pas rapidement à mon appel. C'est quand le général part qui me dit, Chouan Cap, tu me disais de venir me filmer avec qui? Je lui dis, où est l'histoire? Il dit que le gars là, dès qu'il est arrivé tout à l'heure ici et qu'il m'a vu, il lui a dit, mais on se connaît et pas à un bon endroit. Alors on se connaît et pas à un bon endroit. Et c'est lui qui me rappelle que l'endroit dont il est question, c'était la cour de la prison de Nkondengui.
Et les gens étaient en rang comme ça. Et Asso était là. Seule son humeur déterminait si tu vas vivre ou pas. Donc quand la tête secouait mal, une balle était partie. Et quand ça ne donnait pas, vous allez à la prison. Et donc, arrivé sur mon ami, il a trouvé qu'il était trop jeune. Il n'a pas exercé. Il lui a dit, fiche-moi la paix, entre. Mais Asso était visionnaire. Il pouvait vous voir et vous reconnaître 30 ans plus tard. Et donc, en voyant le camarade Angaoundéré, il lui rappelle. Et il ne voulait plus dans ses souvenirs être dans l'image avec quelqu'un qui l'a menacé de mort. Et donc, il y a des gens comme ça. Parce que quand les gens font le total des morts, les gens disent de ne pas exclure les morts directs du 6 avril, mais même les morts de l'après 6 avril qui doivent entrer dans la comptabilité. Et dans cette comptabilité, je peux vous dire que le jour où Marafa, où l'Œil du Sahel publie la première lettre de Marafa, le même journal publie de l'autre côté de la page la liste officielle des morts, c'est-à-dire maintenant condamnés à mort après le 6 avril, n'est-ce pas? Et donc, tout cela fait un total assez important. La constance, c'est que le chiffre officiel des morts n'est jamais le vrai chiffre des cadavres. C'est ce que l'histoire, en fait, a révélé. Et le chiffre officiel des morts au Cameroun, c'était 70. Bon, nous ne faisons que des recoupages d'historiens. Je le répète plusieurs fois en disant que nous appliquons à l'information que nous donnons la méthodologie de l'analyse historique. Bon, y a-t-il une main de Ahidjo? Il y a eu deux interprétations de la déclaration de Ahidjo qui dit que si ce sont les miens, ils auront le dessus. Les anti-Ahidjo, on dit que cette déclaration veut dire qu'il sait quelque chose de ça. Les pro-Ahidjo ont dit que comme ils n'ont pas eu le dessus, c'est que ce ne sont pas les siens. Puisqu'il dit que si ce sont les miens, ils auront le dessus. Donc, pour prendre en considération cette déclaration, il faut qu'il y ait eu le dessus en faveur des siens. Or, comme il n'y a pas eu de dessus et que le dessus est resté ceux de Paul Biya, les loyalistes, c'est qu'Ahidjo n'y est pas. Un élément. Deuxième élément, Yondo Black, qui est très connu maintenant avec sa proximité avec Amto, dans Suivi. Il était avocat de Ahidjo, commis d'office. Parce que les gens ont voulu également appliquer à Ahidjo le même type de procès qu'il avait fait contre les Ndormo, donc les mascarades. Et comme il fallait justifier sa condamnation, on est passé par tout un procès. Et Massé Yondo a été donc commis d'office pour défendre Ahidjo. Jusqu'à très récemment, sur les plateaux de télévision, Yondo Black déclare que l'une des raisons de son arrestation, quand il regroupe les gens chez lui pour réfléchir sur l'avenir politique du pays, il y a cet élément du procès d'Ahidjo. Parce que Ahidjo est jugé par contumace. Et son avocat dit qu'il n'y a pas contumace. Contumace veut dire que son client était en fuite. Or, le gouvernement de la République connaît les résidences de Ahidjo au Cameroun. C'est une adresse. Le gouvernement du Cameroun connaît sa résidence à Grasse en France. Il a dit au revoir au gouvernement du Cameroun avant d'aller s'installer là-bas. Même si le dernier élément de ça, c'est les brouilles qui ont eu. Mais il reste donc constant qu'au niveau de ces deux localités connues par le gouvernement, on n'a déposé aucune convocation à l'adresse de Ahidjo, qui lui demandait d'être devant le tribunal tel jour pour répondre des faits qui lui sont reprochés. Et donc récusait le concept de contumace. Alors, ça, ce fut un des éléments qui le condamne aussi plus tard. C'est-à-dire que maintenant,
argumentant comme ça, on dit qu'il est pro-Ahidjo. C'est même pas ce qu'on attendait de lui. On attendait qu'il vienne argumenter qu'effectivement Ahidjo a participé au coup. Et ayant joué l'inverse, il considérait même que sa menace plus tard était dans la logique de ce qui s'était déjà passé lors de ce procès. 83, François Mitterrand est au Cameroun. Et au palais de l'Assemblée nationale, s'adressant à la représentation nationale, François Borja Avembe souligne ça avec beaucoup de force. Et dans l'histoire, ça a souligné avec beaucoup de force. François Mitterrand se tourne vers Paul Biya et déclare « Avec vous, la France est à l'aise au Cameroun ». Il part plus tard à Garoua pour tenter de réconcilier Ahidjo avec Paul Biya. Et sans l'intransigeance de Ahidjo, il se serait séparé de lui en lui disant « Celui qui est au palais présidentiel de Yaoundé a le soutien de la France ». Dans notre analyse d'histoire, nous arrivons à la conclusion provisoire que si Ahidjo n'était pas mort tôt, peut-être qu'il y aurait beaucoup de difficultés. Ce qu'on devait appeler les fractions, voilà, devaient exister. Les pro-Ahidjo dans l'armée, ceci, cela, parce que 84 donc a permis de neutraliser, à tort ou à raison. C'est pour ça que certains utilisent ça comme prétexte, comme on gère l'opération épervier aujourd'hui, comme des prétextes, et que les vrais éperviables roulent dehors, alors que les innocents sont gardés dans les chaleurs pour autre raison, inavouée. Donc, quand on examine ça, quand on examine qu'en 83, de toutes les façons, Ahidjo se rend compte qu'il n'est pas aussi malade qu'on l'avait déclaré, et les ambitions présidentielles remontent. Quand on recoupe les discours où Ahidjo dit qu'il a pris telle initiative sans moi, donc il avait mis au pouvoir, et c'est là où on demande si c'est la France ou pas, et on arrive parfois à dire Ahidjo a dit son mot. Bon, même si c'est la France, il aurait dit que c'était aussi le meilleur. Mais le meilleur pour lui signifiait qu'il pouvait gouverner à travers lui en raison de sa faiblesse. Voilà. Et donc, quand on met tout ça, on a tendance à exclure la France du jeu. Pourquoi? Parce que si on prend 83 avec la déclaration de Mitterrand, qui dit qu'avec Paul Biya, on est à l'aise, c'est même Paul Biya qui dira qu'il est l'élève de la France. Et ce qui est constant, c'est qu'il est moulé par la France dans tout ce qu'il représente comme intelligence. C'est la France qui l'a fabriqué. C'est la France qui l'a fabriqué. J'ouvre la parenthèse pour dire que quand je suis en débat quelque part, je dis toujours aux gens que la décentralisation, on ne peut pas réussir avec Paul Biya parce qu'il n'a pas appris ça. S'il avait appris ça à l'école, qu'on peut partager le pouvoir, il pourrait le faire. Mais il a fait un système où la centralisation est l'élément essentiel même du pouvoir. Lorsque le Parti socialiste de François Mitterrand rédige les 110 propositions pour rénover la France en 1981, il parle justement qu'ils vont enlever la sacralisation du pouvoir incarné par De Gaulle, qui est comparé à un dieu et qui se manifeste à travers les présidents de la Ve République jusqu'à Giscard d'Estaing. Donc, quand il magnifie tout ça, on comprend qu'il incarne un certain nombre de ruptures. Et Ahidjo aurait figuré sur la liste des présidents dont parlait Jean-Pierre Cot, répondant à François Mitterrand qui disait que si nous prenons le pouvoir, on va libérer l'Afrique de ses dictateurs. Donc, Ahidjo faisait partie de ça. Et donc, Paul Biya apparaît comme leur mentor. Et donc, il faut le protéger pour qu'il accomplisse la mission française au Cameroun.
je commence par le bout de la fin. Et c'est ce qu'on a constaté, il a embourgeoisé l'armée. Il a embourgeoisé l'armée. Il me souvient que lorsque on informe les fonctionnaires de la nation de ce que le salaire sera coupé, on a dit sauf les militaires. Et nous sommes dans une conférence à Ngaoundéré où quelqu'un demande que pourquoi les militaires. Le ministre leur répond, vous avez choisi. La question dit que donc, nous avons choisi d'être enseignants et médecins et c'est donc notre malchance d'avoir choisi ça. Est-ce que le militaire n'est pas formé à l'école pour qu'on ne protège que lui? Il a embourgeoisé l'armée. Deuxièmement, il a renforcé le camp des fidèles. Parce que l'armée est devenue maintenant essentiellement politique, hein, pour parler vrai, et puis à la doctrine d'un individu. C'est là où certains estiment que Paul Biya a fait vraiment l'école politique, hein, c'est-à-dire la manipulation des hommes, la manipulation des hommes qui fait comprendre qu'au sein de l'armée, le gars qui, je le dis comme ça, pas que j'y ai été pour fonctionner et savoir, mais le gars qui détient la clé de la soute de Douala travaille à Garoua. Mais que pour ouvrir la soute, il a besoin de l'autorisation d'un autre qui est à Ebolova. C'est-à-dire que la connexion de tout ça peut créer des bruits. Et donc, difficulté de concertation, n'est-ce pas, pour aboutir à tel ou tel. Parce que les événements de ce genre, ça se prépare de toutes les façons. Et il est impensable que quelqu'un réussisse à un coup seul. C'est impensable. Et donc, en prenant ça comme élément de repère, on peut dire qu'il s'est mis à l'abri. Cette organisation militaire avait été annoncée dans le discours du 23 août déjà, et ensuite dans le discours du 17 mai 1984. C'est dans ce discours qui pose les trois questions qui fondent la Deuxième République entre guillemets de Paul Biya. Pourquoi sommes-nous Camerounais? Qu'est-ce qui nous rend fiers de l'être? Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Et on dit que le malheur aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas répondu lui-même à toutes ces trois interrogations majeures. Il a donc mis en place une structure administrative pour protéger un seul élément, son pouvoir à lui. Et en prenant cette grille d'analyse, on peut dire qu'on est un peu à l'abri. Parce que depuis 1984, la structure pour gérer le pays, les gars se sont divisés ça. Et comme dans une pièce théâtrale, chacun joue un rôle. Et le rôle de Paul Biya aujourd'hui, c'est le rôle de président. Il n'est pas en fait le vrai décideur. Les gens de la manœuvre se trouvent quelque part. Et lorsque la manœuvre est là, ça se voit maintenant que les éléments sont clairs, que la course à la succession s'est ouverte. Ce n'est pas un discours de découverte. Ce n'est pas un discours de découverte. Quand un chef de l'État a atteint, selon ce que nous apprenons dans le monde, 75 ans. Son âge même détermine déjà la course à la succession. Son âge seul. Il n'a pas besoin de prêcher. Et donc celui qui va succéder à Paul Biya n'est pas un garçon qu'on va mettre dans le ventre tout à l'heure. Il est là et cela détermine le reste.